À l'issue de cette audience solennelle, les candidates et candidats à l'élection sénatoriale du 25 février sont déjà confirmés. Si l'Agence nationale de gestion des élections avait retenu 122 candidats pour cette élection, le Conseil constitutionnel, après l'examen des requêtes, a revu ce nombre à la hausse. Le Conseil a reçu 17 requêtes émanant de plusieurs partis politiques et des regroupements des partis politiques et 122 dossiers de candidature de l'Ange. De l'examen de ces dossiers et requêtes, le Conseil a retenu 57 hommes, soit un taux de 67%, et 46 femmes, soit un taux de 46%. Sur les 17 requêtes déposées, 3 ont été jugées irrécevables, tandis que 14 autres ont été acceptées, ajoutant ainsi de nouveaux candidats à la liste électorale. Il faut savoir que dans moins de 48 heures, la campagne électorale pour cette élection débutera officiellement. Le décor est planté. Le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, foule le sol de la base sergent-chef Hadi Kossei à 9h. Une arrivée solennelle pour marquer le départ définitif des forces militaires françaises du Tchad. Après 125 ans, le retrait des militaires français a été acté le 28 novembre 2024 au nom de la souveraineté nationale. Cette force a d'abord rétrocédé la base de Faya, puis celle d'Abéché, et ce matin, c'est au tour de celle de N'Djamena. Et pour Mahamat Idriss Déby Itno, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le pays. La souveraineté n'a jamais été un cadeau. Elle est une conquête, le fruit de luttes, des sacrifices et d'un engagement constant. Nos ancêtres ont combattu pour nous offrir cette liberté, pour que nous puissions vivre dans une nation indépendante, fière et respectée. Une nouvelle dynamique pour le Tchad, un sentiment partagé par de nombreux citoyens. Mais c'est aujourd'hui que nous sentons notre indépendance. Et vous savez, depuis cette déclaration, cette mesure-là, tous les Tchadiens ont adhéré à la volonté et puis la décision du chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Et nous adhérons ainsi. Nous ne pouvons qu'être fiers et ravis pour cette décision historique prise et que nous célébrons aujourd'hui. Ce matin, pas un seul militaire français n'a été aperçu à la base sergent-chef Hadi Kossei, désormais totalement sous le contrôle de l'armée tchadienne. Il était la grande surprise de cette cérémonie. Succès Masra, l'opposant, est arrivé vers 9h et a pris place aux côtés des anciens premiers ministres. Une venue inattendue qui a pris de court l'assistance. Succès Masra, leader de l'opposition, disait être disposé à travailler avec le pouvoir en place dont il contestait la légitimité il y a quelques jours. Une main tendue que le président de la République avait salué lors du 13e congrès de son parti, le mouvement patriotique du salut. Ce matin, les deux hommes ont échangé une poignée de main, une première depuis l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Cette élection a été remportée par le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Succès Masra, lui, avait revendiqué la victoire. Le président du parti Les Transformateurs fait partie des voix qui dénoncent la présence militaire étrangère au Tchad. À partir de ce jour, nous pouvons aussi nous projeter vers l'avenir sur tous les autres plans. On parle du côté sécuritaire aujourd'hui, mais sans doute demain, nous devons parler aussi du côté économique, du côté financier, du côté culturel. Sur l'ensemble de ces pavés, nous aurons besoin de tous les enfants du Tchad. Et quand j'entends cette musique de Talino au fond, qui parle de ce Tchad d'unité autour de l'essentiel, c'est au nom de cela que je suis en tout cas déplacé aujourd'hui à cette base Hadi Kossei pour à la fois rendre hommage aux militaires tchadiens qui se sont succédés et pour parler surtout de l'avenir de notre pays. Les militaires français avaient quitté N'Djamena ce 30 janvier, selon l'état-major général des armées. Le GCAP déclenchera une action contre Mahamat Idriss Déby Itno pour parjure et haute trahison conformément aux dispositions des articles 193, 194 et 195 de la Constitution imposée, notamment pour atteinte à la forme républicaine de l'État dès que leur Assemblée nationale, leur Sénat et leur haute cour de justice auront été mis en place. Il est aujourd'hui démontré que l'infraction est bel et bien constituée avec cette remise en cause
des principes fondamentaux d'un État républicain. Désormais, ce n'est plus qu'une question d'heure. Le départ définitif de la force française du Tchad est imminent. Le compte à rebours a été lancé au lendemain de la dénonciation des accords militaires entre Paris et N'Djamena par les autorités tchadiennes. Lors de la rétrocession de la base d'Abéché, N'Djamena a réaffirmé que la date butoir du 31 janvier était irréversible. 31 janvier 2025. Cette date est impérative. Cette date est non négociable. Cette date est irréversible. Le 31 janvier, c'est le départ définitif. Et ce matin, l'état-major général a annoncé dans un communiqué que la base de N'Djamena, quartier général des opérations de la force française, a été rétrocédée à l'armée tchadienne. Une étape décisive avant la cérémonie protocolaire prévue le 31 janvier à la base sergent-chef Ajikosé. En somme, un adieu à la coopération militaire entre N'Djamena et Paris. Il faut qu'ils partent. C'est mieux comme ça parce qu'on va se débrouiller comme ça nous-mêmes. Parce qu'on se débrouille jusqu'à actuellement, même là, sans la France, on se débrouille. Nous n'avons rien bénéficié comme de concret dans leur programme, dans leur collaboration avec notre pays. Et leur départ, nous les saluons. Si que nous, nos intérêts sont bafoués, alors quel sera encore le but de continuer avec cet accord? Il n'est pas la peine. Donc, il est clair, on ne peut pas continuer avec des accords qui ne nous servent à rien. Est-ce que la France vient empêcher le développement? Moi, ça, à mon avis, je vois que ça, ce n'est pas important. Même s'il reste pendant 10 ans, 5 ans pour partir, il n'y a pas de problème. Ça fait longtemps qu'on attendait à ce moment-là. Donc, le président a fait un bon choix de faire dégager les France de notre pays. Parmi les réformes, Mahamad Idriss Déby Itno devient le président national du parti MPS en lieu et place du président d'honneur et détient une importante partie des clés de décision du parti. En outre, le bureau exécutif national change d'appellation en Conseil politique national et sera composé désormais de 158 membres, contrairement au précédent, composé que d'une vingtaine de membres. La participation au congrès est limitée qu'aux membres du CPN et du CNS issus des provinces. Le parti change également de corpus idéologique, la démocratique sociale, et devient la souveraineté. Autre nouveauté, l'introduction d'un préambule dans les textes rappelant la jeunesse du parti, ce qui n'existait pas. Ces réformes, c'est pour prendre en compte les réalités de l'ère. Parce que vous avez vu le statut, les statuts ne comportaient pas de préambule. Et on sait que des textes doivent porter des préambules pour rappeler l'historique, d'où on est parti, où est-ce qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on veut. On a aussi voulu prendre en compte, ne pas oublier la souveraineté. Tout ça, donc ça a été fait pour prendre en compte les réalités de l'heure. Les choix qui viennent d'être faits aussi bien sur le plan idéologique, en prenant en compte la question de la souveraineté nationale, que le raménagement des instances du parti sont des choix judicieux. Tout en saluant les performances du parti, le désormais président national du MPS a tenu à rappeler avec insistance à ses militants le principe d'inclusivité dans la gestion de la chose publique, valeur cardinale à préserver. Mais au-delà de mon rôle de président d'honneur du MPS, je suis le chef d'État élu de tous les Tchadiennes et les Tchadiens. Notez bien que notre pays a besoin d'inclusivité et donc le MPS ne serait gouverné seul. Toutes les composantes qui visent à œuvrer pour un Tchad de démocratie et de progrès auront leur place dans la gestion du pays. Séance tenante. Conformément au nouveau règlement, le président national du parti a procédé à la désignation de Aziz Mohamed Saleh comme nouveau secrétaire général du parti. Son équipe devra travailler pour mettre en œuvre les différentes réformes entreprises à partir de ce congrès. Nous sommes prêts à collaborer avec le président de la République pour promouvoir la stabilité et le développement de notre nation, a déclaré Succès Masra lors des lives Facebook. Le président du parti Les Transformateurs dit également prendre acte des résultats de l'élection présidentielle dont il revendiquait pourtant la victoire. Au lendemain de cette déclaration, les avis restent partagés dans les rues de N'Djamena. Moi, à mon avis,
Je crois que c'est une décision très sage pour lui et même pour tous les Tchadiens. Parce que c'est un signe fort de la paix. Donc Masra, si on connaît sa position, c'est un grand leader. Et s'il veut quand même travailler avec le gouvernement, je crois que c'est une bonne chose. Au début, il dit qu'il n'était pas d'accord avec les résultats qui étaient proclamés. Et maintenant, il revient pour dire qu'il reconnaît les faits. Je trouve que c'est injuste et ce n'est pas normal. Et je suis d'avis avec son idée, malgré qu'il a fait un peu de dégâts à l'époque. La politique, ce n'est pas une guerre. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons travailler tous pour le bon-être de la population tchadienne et pour que ces pays marchent. Par ailleurs, les transformateurs ont boycotté les élections législatives, provinciales et communes. À 7 ans, la petite fille n'arrive plus à retenir son urine. Son calvaire commence le 7 octobre 2024 alors que son père l'a envoyée dans un village voisin. 3 mois après son agression, elle continue d'en souffrir. Pourtant, l'hôpital de Baltram a rassuré son père qu'elle irait mieux. Dépassé par l'état de santé de sa fille qui se dégrade, Ahmad a été transféré à N'Djamena. Malgré tous ses efforts, l'homme est désespéré. Cet acte déplorable s'est produit au mois d'octobre dernier. J'avais envoyé ma fille au village voisin pour y faire quelques emplettes. Lors de son retour, elle a été prise en chasse par ce criminel qui l'a menacée avec un couteau avant d'abuser d'elle. Une fois son forfait accompli, le malfaiteur s'est éclipsé pour vaquer à ses occupations avant de revenir trouver ma fille gisant sur place. Il l'a de nouveau menacée, la sommant de se lever sous peine de représailles mortelles. Malheureusement, ma fille était dans l'incapacité de se mouvoir. C'est grâce à l'intervention providentielle d'un homme qui est venu m'informer de la situation que j'ai pu me rendre sur les lieux. Conduite à l'hôpital, les examens médicaux ont révélé que ma fille souffrait de problèmes urinaires, nécessitant l'utilisation d'une sonde pour évacuer ses urines. Depuis cet incident traumatisant, ma fille ne trouve plus le sommeil et ne cesse de saigner. Son agresseur, lui, n'en est pas à sa première fois. Le pire, le présumé assassin a reconnu les faits, puis s'est évadé de prison. Ahmad, sous le choc, exige justice pour sa fille. À ce jour, elle demeure dans un état de grande souffrance, tandis que son agresseur a pris la fuite. Je lance un appel pressant au ministère de la Femme afin qu'il nous apporte son soutien et que justice soit rendue pour ma fille. En début de cette année 2025, plusieurs cas de viol ont été signalés à N'Djamena et à l'intérieur du pays, ce qui a valu la légifération de l'ordonnance du 21 janvier portant prévention et répression des violences basées sur le genre. D'une durée de 2 ans, ce projet financé par la FAO à hauteur de $250 000 américains a pour objectif de créer un environnement favorable à l'émergence d'emplois verts pour les femmes et les jeunes. Il met également en avant la valorisation des filières balanites et tamarins dans 4 provinces du Tchad. En vue de dresser de manière graduelle les contraintes susmentionnées et lutter efficacement contre le changement climatique et les contraintes liées au développement et à l'amélioration des conditions de vie de communautés rurales à la demande du gouvernement du Tchad. La FAO a élaboré de manière participative le projet Valorisation des filières de balinates et tamarins pour la création d'emplois verts résilients face au changement climatique. Pour le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, ce projet s'aligne avec la vision du programme politique du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Ce projet vise à créer un environnement favorable et proposer des solutions pour accroître la productivité et le revenu des producteurs, les groupements de femmes et jeunes, ainsi que des coopératives. Ce projet s'inscrit en droite ligne dans le programme politique quinquennal du maréchal du Tchad. Les provinces concernées par ce programme sont le Mayo-Kébi-Est, le Chariba-Guirmi, le Mandoul et le Guira. Cet atelier marque un moment stratégique pour le secteur de l'élevage qui représente l'un des piliers pour l'économie tchadienne.
Son objectif principal est de valider un document stratégique visant à moderniser le secteur de l'élevage tout en répondant aux défis, comme le souligne le ministre de l'élevage et de la production animale. Jusqu'à quand allons-nous continuer à confier la santé de notre cheptel aux partenaires? Quand est-ce que nous allons garantir nous-mêmes l'alimentation de notre bétail, de nos bétails? Continuerons-nous à importer des vaccins, des médicaments vétérinaires, du lait et des aliments bétail? C'est dans ces contextes que le document politique de développement durable de l'élevage, dont le slogan est l'élevage. Compte tenu de l'importance de cet atelier, divers acteurs y sont invités, notamment des responsables gouvernementaux, les partenaires techniques et financiers, les experts nationaux et locaux. Ils doivent réfléchir sur la création d'un environnement juridique et institutionnel favorable au développement durable de l'élevage, la recherche, le développement et la diffusion des connaissances, l'accroissement, la diversification et la valorisation des produits animaux, l'amélioration durable de la santé animale et l'hygiène des produits d'origine animale, le renforcement des capacités des parties prenantes. L'atelier, qui va durer 3 jours, est une occasion pour le ministère de l'élevage et de la production animale de faire de la politique nationale de l'élevage une politique ambitieuse, exhaustive et adaptée aux besoins actuels. Le point culminant de cette rencontre est la volonté de mettre fin au banditisme et au crime organisé dans les zones transfrontalières entre le Tchad et la République centrafricaine au Grand Sido. Une localité située entre les deux pays est régulièrement en proie au phénomène des coupeurs de route. Une insécurité persistante qui impacte non seulement la sécurité des populations, mais également l'économie des communautés locales. Pour briser cette chaîne infernale, les autorités tchadiennes et centrafricaines mettent en œuvre une vision commune et ambitieuse. Regardez le problème de cette frontière entre la RCA et le Tchad, longue de plus de 1200 km, où s'est installé un bordel. Mettez-moi une force le long de cette frontière, allant de Baïbokoum à Haraz. Cette collaboration repose sur un partenariat solide entre les forces armées et les citoyens visant à traquer les groupes criminels opérant dans ces zones sensibles. C'est vous qui allez faire de sorte que la mission de ces hommes détenus puisse réussir. En quoi faisant? En donnant des informations. Que les jeunes, vous êtes très dynamiques, donnez les informations aux forces de l'ordre. Donnez les informations au chef canton pour qu'il puisse donner aux forces de l'ordre afin d'assurer votre sécurité, votre propre sécurité. Cette force conjointe illustre également la solidarité entre le Tchad et la République centrafricaine dans leur engagement pour la paix et la sécurité transfrontalière. L'accès à l'énergie est un catalyseur de développement. La Banque mondiale est prête à accompagner le Tchad dans cette transformation essentielle, a déclaré Adjaï Banga. Pour sa part, Akimoumi Adesina a souligné « La transition énergétique est une priorité pour l'Afrique. Nous travaillerons avec le Tchad pour garantir des investissements durables et inclusifs. » Le ministre d'État tchadien Taïramit Nguéling a présenté les réformes et mesures incitatives mises en œuvre pour attirer les investisseurs. Nous avons signé le pacte, nous avons pris des engagements. Monsieur le Président, vous avez demandé que nous réformions la SNE. Les réformes se poursuivent. Le ministre qui est là a nommé un très bon directeur général. Et donc, ça s'accélère à la SNE. Ils nous mettent beaucoup de pression, nous, aux finances. Donc, nous, parfois, nous sommes un peu gênés de trop déranger la Banque mondiale ou la Banque africaine d'aller plus rapidement. Donc, à ce niveau, nous allons tenir les délais. Nous allons accomplir nos engagements. Le pacte prévoit, entre autres, d'augmenter l'accès à l'énergie et de porter à 50% l'utilisation de solutions de cuisson propres d'ici 2030, contre seulement 16% actuellement. Le sommet se conclura avec la signature de la déclaration de Dar es Salaam, confirmant l'engagement des nations africaines en faveur d'une transition énergétique durable. Le secteur de l'exploitation minière artisanale dans la région sahélienne attire de plus en plus de jeunes et joue un rôle crucial dans le développement économique des pays concernés.
Toutefois, il est confronté à de nombreux défis, notamment l'insécurité, la pollution et d'autres problématiques structurelles. Pour le cas spécifique du Tchad, la conférencière a identifié plusieurs défis majeurs: l'absence d'une industrie aurifère structurée, les obstacles administratifs et la fluctuation des prix sur le marché. Elle a également proposé des pistes de solutions visant à faciliter le développement du secteur afin qu'il profite aux acteurs impliqués. Formaliser ce type d'activité, c'est pas si simple. Et du coup, il faut essayer de trouver un intérêt pour les populations qui l'utilisent, qui travaillent, à rentrer justement dans cette légalisation de l'activité, peut-être en proposant des services, peut-être en reportant plus sur le collectif toutes les responsabilités en termes de pollution et de risques pris, plutôt qu'en posant ça de façon très individuelle en termes de responsabilité. C'est ça que j'essayais aussi de discuter. Lors de cette conférence, le Centre de recherche Action Bucofor et son personnel ont bénéficié de la présentation des modèles d'industrialisation adoptés par certains pays sahéliens exploitant des ressources minières. Ces échanges visent à renforcer leur expertise et leur capacité pour proposer des solutions durables aux défis du secteur minier. Pas de bain, pas de défilé. Alors qu'ils étaient devenus presque une tradition, la célébration de la Sénafête 2025 s'annonce aussi particulière qu'inattendue. C'est une décision de la ministre de la Femme, Amina Priscille Longo. Cette annonce, les internautes l'ont reçue ce 30 janvier via le réseau social Bleu. Dans les rues de N'Djamena, les avis sont partagés. C'est une fête qui a été reconnue sur le plan international pour toutes les femmes. Donc, c'est leur droit. Donc, ils pouvaient laisser l'accès à ces femmes-là de pouvoir faire leur fête. On peut manifester ou bien prouver notre intellectualité d'une autre manière, pas forcément par rapport au défilé, ni porter les pains et autres. D'autres femmes portent les pains juste pour se rendre belles seulement, mais au fond c'est autre chose. On a le droit de défiler, on a le droit d'avoir des pains aussi. S'il n'y a pas de pain là, c'est pas normalement. Une femme, chaque année on a seulement qu'un seul jour. Notre honneur quand même. Au Tchad, plusieurs associations de défense des droits des femmes et organisations de la société civile ont longtemps plaidé pour une reconsidération de la célébration du 8 mars. Pour les membres de la cellule de liaison des associations féminines, cette annonce est un véritable soulagement. On a trop de problèmes. Donc on doit s'occuper de nos problèmes, nos préoccupations d'abord. Mais le pain, c'est secondaire. C'est pour l'aspect festif, c'est tout. Donc même si elle supprime ça, moi je suis d'accord avec elle. En remplacement de la traditionnelle célébration, un premier salon de compétences féminines sera organisé. Le Tchad face aux fantômes du passé colonial. Quelles leçons tirées pour une refondation des relations franco-tchadiennes? C'est le thème de cette conférence qui a réuni des historiens tchadiens sur une question importante de l'ère, la rupture entre la France et le Tchad. Elle a pour objectif de restituer les faits historiques dans leur contexte et de rappeler le passé pour éclairer le présent. Le Tchad n'a presque pas bénéficié d'une politique de développement depuis les années 1900. Pour les responsables coloniaux, la colonie du Tchad, du fait de son éloignement, du fait, n'est-ce pas, du climat pénible et aussi du fait des transports très coûteux, n'était pas tout à fait une colonie destinée évidemment à un développement, ce qui lui a valu le qualificatif, n'est-ce pas, d'une colonie à avenir incertain. Fort de ces analyses, les historiens tchadiens ont choisi de remettre les pendules à l'heure face au discours paternaliste du néocolonialisme. S'il y a un pays qui doit demander pardon à l'autre, voire à envisager des réparations, c'est bien la France qui doit le faire à l'égard du Tchad pour les méfaits de sa colonisation. De même, s'il y a un pays qui doit remercier l'autre, c'est encore la France qui doit exprimer sa gratitude à l'égard du Tchad pour l'immense sacrifice que ce pays a consenti lors de la Seconde Guerre mondiale pour la libérer du joug oppresseur nazi.
Cette conférence a mis en lumière le rôle de l'historien qui est celui de transmettre le savoir et sa mission qui est de servir de phase à sa société en lui fournissant les clés de compréhension des événements qui l'entourent. Est-ce que les charcuteries comme ça pour manger? Est-ce que c'est de la viande? Une personne ne peut faire quelque chose comme ça? Les traces de sang sur son lit témoignent de cette atrocité. Ici, dans sa chambre à coucher, Abdoulaye Damaris Noudjougoto, 63 ans, ex-secrétaire général à la formation professionnelle et des petits métiers, a été assassinée alors qu'elle dormait déjà. Dame Damaris a été tuée dans des circonstances incompréhensibles, selon sa famille. Arrivé à la morgue, tout est charcuté. Tout, on l'a poignardé partout. Tout, elle baignait dans le sang. C'est comme ça, j'ai essayé de demander. Il y a une femme, sa bonne même, qui dort là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La bonne dit, elle aussi, elle dormait. Après, elle a écouté des bruits de pleurs. Ce sont les jeunes là. Elle est sortie rapidement, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Ils ont abattu Damaris dans sa chambre là. Autre détail important, la porte de la maison où dormait la victime n'a pas été forcée. La famille, elle exige que justice soit faite.